Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de lancer ce webinaire donc dans notre cycle de webinaires chez OBA. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Muriel. Bonjour Hakim. On aura le temps On va se présenter. de se présenter. Donc oui, bonjour et merci d'être présent. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat si vous avez des difficultés à nous entendre ou à vous connecter. On propose de démarrer sans plus attendre ce webinaire sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines et des derniers mois, le télétravail. C'est pas un thème nouveau en soi, mais il est vraiment revenu au devant de la scène récemment. Et on va partager avec vous certaines questions clés pour essayer de démêler le vrai du faux du télétravail. Complètement. Et effectivement, vous allez voir, on a tenté d'avoir une approche et d'intégrer le débat actuel autour du télétravail parmi de nombreuses organisations, la presse, et on aimerait vous proposer une synthèse un peu analytique de tout ce qu'on a pu constater en ce sens-là. C'est parti ? C'est parti. Ouais. Alors pour nous présenter rapidement, moi je suis Muriel Larrière, je suis manager senior au sein du groupe OBA dans le pôle transformation et engagement, et plus particulièrement en charge d'ailleurs des sujets d'engagement, que ce soit au travers de la mesure de l'engagement bien sûr, mais aussi d'actions de sensibilisation, d'accompagnement ou de formation des acteurs, RH, managers et les équipes elles-mêmes en fait pour identifier et mettre en place des actions qui favorisent un engagement solide, durable et qui favorisent aussi la qualité de vie au travail. Et moi, je suis Hakim Berkani. J'ai le plaisir de manager et d'être responsable en fait recherche et développement chez OBA. Plusieurs domaines en fait m'intéressent particulièrement et j'ai des affinités autour de mes expertises en lien avec l'innovation managériale, la prospective au travail, l'organisation apprenante et tout ce qui a trait au futur du travail, aux nouvelles expériences du travail. On s'y intéresse depuis quelques années chez OBA. Et on s'intéresse notamment à ces sujets autour de la flexibilité et du télétravail. Donc, c'est ce qui nous a quelque part conduit à prendre part à la discussion en ce sens. Exactement. Alors, pour étayer nos propos, nous sommes appuyés effectivement sur plusieurs types de ressources. Dans un premier temps, la base de données OBA, qui est justement la compilation de toutes les datas dont on dispose au travers de toutes les enquêtes que l'on peut mener dans les entreprises. Donc, c'est un panel qui représente plus de 100 entreprises dans tous les secteurs d'activité, plus de 700 000 salariés représentés. Bien sûr, une base de données qu'on réactualise très régulièrement tous les 6 mois. Donc, on a déjà là une mine d'informations dont on va pouvoir, dont on puise certains éléments. Et puis, en complément, on s'intéresse aussi à des travaux scientifiques, bien sûr, et l'idée, ça a été de croiser, en fait, dans ce webinaire, à la fois nos données empiriques qu'on a pu récolter depuis plusieurs années maintenant, comme l'évoquait à l'instant Muriel, et des données qui proviennent du monde de la recherche scientifique. Donc, nous avons accès à plusieurs types d'études, et l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de vous vulgariser un peu ces chiffres, ce qu'il en est autour du télétravail dans certaines études en ce sens-là. Voilà. Et nous appuyer aussi bien sûr sur les retours de nos clients que l'on collecte lors de nos missions. Alors, tu l'évoquais à l'instant, Hakim, mais c'est vrai que ce sujet-là, ça ne nous a pas échappé. Hein. On en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément de presse. On a vu de grosses entreprises et non des moindres, des Apple, des Amazon, des Zoom. Et ça nous a fait, c'est un comble que Zoom redemande à ses salariés de revenir en présentiel. Ça a fait couler donc beaucoup d'encre. Ça a suscité beaucoup de réactions. On a tous en tête, notamment, un mouvement de grève assez soutenu chez Ubisoft en début novembre, car les salariés effectivement refusaient les 3 jours de présentiel qui étaient demandés, alors que jusqu'alors, dans ces entreprises-là, c'était plutôt du full télétravail qui était autorisé. Et donc, effectivement, ça questionne aussi chez bon nombre de nos clients, peut-être chez vous, dans vos organisations, êtes-vous aussi à cette période où il faut renégocier les accords, revisiter un peu les positions sur le sujet. Et donc, l'idée de ce qu'on va vous montrer à l'instant, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions, voir quels sont les enjeux, quels sont les impacts et comment adresser finalement cette problématique qui est assez complexe, enfin, qui est reliée en tout cas potentiellement à pas mal de choses en termes d'enjeux à la fois individuels et collectifs. Avant tout, Muriel, posons le contexte un petit peu. En fait, qu'en est-il autour des différents chiffres et de quoi parle-t-on quand on parle du télétravail en France ?
On a pu identifier dans une étude récente de la DARES qui est très intéressante et qu'on vous invite à consulter parce que c'est l'une des études qui compile le plus de données en ce sens-là. Et on observe que déjà 1 salarié sur 4 télétravaille au moins occasionnellement en France en 2023, dont 61% sont des cadres. On va y revenir sur cette question de qui a accès au télétravail, mais il nous a semblé important avant tout de identifier combien de personnes, et donc 1 sur 4 en France télétravaille au moins occasionnellement. Un deuxième chiffre assez intéressant, 1,5 jours. 1,5 jours, c'est le nombre de jours de télétravail moyen en France, ce qui signifie que pour la majorité, c'est du travail hybride qui s'est imposé, avec très peu de full présentiel ou de full télétravail. En réalité, on constate que le full télétravail, il concerne pas un épiphénomène, mais de petites structures ou des structures très spécifiques qui, dans certains cas, sont nées comme ça, comme certains types de startups, ou qui, dans certains cas, sont obligés de coordonner plusieurs acteurs internationaux. On va y revenir juste après. Et puis, 47% des entreprises ont intégré une part de télétravail à leur fonctionnement. Près de la moitié des entreprises ont intégré une part de télétravail à leur fonctionnement. C'est assez intéressant de voir aussi à quel point, en fait, il reste encore des pans entiers de l'économie où l'activité n'est pas télétravaillable. Bien sûr, tout ce qui est de la santé, tout ce qui est de la restauration, de l'hôtellerie, de transport, enfin finalement, voilà. Et donc, ça pose une des questions d'ailleurs qu'on va évoquer, d'équité dans l'entreprise. D'équité, qui peut, et en conséquence, celles et ceux qui ne peuvent pas, comment les accompagner vers d'autres modalités de travail plus flexibles. Et enfin, dernier chiffre pour bien poser le contexte, 68%, c'est la grande majorité des collaborateurs sont satisfaits du dispositif de télétravail mis en place au sein de leur entreprise. Ce chiffre provient de nos enquêtes, de nos études, et nous constatons depuis un certain temps, et il est vrai que, mine de rien, on va voir dans notre approche, on va tenter de mesurer le pour et le contre en lien avec le télétravail et comment est-ce que ces aspects sont interprétés. Donc, on vous propose de passer un petit peu plus finement au sommaire. Alors, le sommaire. Premièrement, on va s'interroger sur le lien entre télétravail et performance. Parce que c'est une des raisons qui est souvent invoquée par les entreprises qui vont faire revenir donc leurs salariés en présentiel. Bon, qu'en est-il donc du lien et est-ce que le télétravail nuit vraiment à la performance, premièrement? On va regarder aussi auprès des celles et ceux qui cherchent à intégrer des organisations. Est-il un incontournable en termes d'attractivité? On va s'intéresser à quel est le point de vue des potentielles cibles de recrutement. Une fois dans l'entreprise, est-ce que le télétravail est un facteur clé en termes d'engagement? Dans quelle mesure, dans quelle proportion? Ce sera donc la troisième question qu'on va partager avec vous. Et souvent, on l'évoque effectivement, les managers sont en première ligne pour organiser, synchroniser le télétravail. On va se préoccuper aussi de leur cas, quelque part aujourd'hui, pour regarder un petit peu plus finement quelle est leur position et quelle doit être leur posture en ce sens-là. Et donc, ce que je vous propose, c'est, sans plus tarder, on va sur le premier item. Allons-y. Donc, parti. Le lien entre télétravail et performance. Alors, quand on interroge les collaborateurs, il y a énormément d'enquêtes et puis nous avons aussi beaucoup de données là-dessus. La tendance majeure quand même qui revient très clairement, c'est qu'effectivement, du point de vue de l'individu, le télétravail permet d'avoir le sentiment d'être plus performant. Tout simplement, les gens invoquent, et ça je pense que je ne vous apprends rien, une meilleure faculté de concentration, au calme, sans nuisance sonore, sans le fait d'être interrompu, c'est ce que les gens disent beaucoup, d'être interrompu par des discussions, des arrivées, enfin voilà, dans des locaux qui sont d'ailleurs de plus souvent en open space. Donc cette qualité de concentration, le fait de rester plus collé à son agenda, est un facteur de performance. Et bien sûr, il faut aussi ajouter l'absence de temps de transport, tout simplement, qui fait que on gagne d'autant plus de plusieurs temps. Plusieurs heures de la journée dans certains cas. Voilà, ça vaut beaucoup dans les grandes métropoles en tout cas. Donc, côté, là, on a cité 2 chiffres, il y en aurait bien d'autres et ils sont tous dans ces proportions. Côté de l'individu, ça semble plutôt un point effectivement favorable. Qu'en est-il de la performance collective et est-ce que la somme de la performance individuelle suffit à faire une entreprise et une organisation performante d'un point de vue collectif? Et là, il y a des chiffres, plusieurs chiffres qui introduisent beaucoup de nuances, avec notamment 3 problématiques principales qui sont évoquées. Il y a une problématique déjà de partage et de circulation de l'information. On voit ici un chiffre, moins d'un salarié sur 2 qui se dit bien informé sur l'activité des autres
entités, services, directions au sein de son organisation, c'est un des items qui chute beaucoup depuis ces dernières années. Et effectivement, là, c'est paradoxal parce que avec le télétravail, on a juste développé nombre de nouveaux canaux, des canaux Teams, des WhatsApp, etc. Et à profusion, les gens nous le disent beaucoup aussi dans les enquêtes, mais il y a tellement profusion qu'on s'y perd un peu, que les gens ont le sentiment de passer à côté de certaines informations clés. Et on sait à quel point quand même l'oral et au-delà de l'oralité, la présence compte aussi beaucoup dans le partage d'une information, dans l'appropriation d'une information, parce qu'il y a tout le côté non verbal, il y a des échanges. Donc ça, c'est un premier point, un premier sujet, tout ce qui est autour de l'information. Un deuxième impact qui est très clair et effectivement plutôt négatif, c'est effectivement sur la collaboration, l'intelligence collective et la créativité. Ça, on le voit très clairement. C'est vrai que quand on est en télétravail, les choses sont figées un peu, sont programmées. Il n'y a plus tous ces temps, tous ces interstices où on échange des infos, et c'est aussi très source d'idées. Et c'est comme ça qu'arrivent les idées, petites ou grandes. Donc, les critères dans notre base de données autour de tout ce qui est coopération transverse et créativité ont aussi plutôt tendance à baisser très clairement en lien avec le télétravail. Et puis, le dernier point, et non des moindres, c'est un enjeu de développement et de transfert des compétences. Avec 41% des cadres là qui répondent qu'effectivement, il est plus difficile d'apprendre de ses collègues à distance. Donc, à un moment donné, ça peut être une des limites aussi de l'efficacité collective. Donc, on voit que c'est une question d'équilibre. On voit dans cette balance entre performance individuelle peut-être plus favorable, mais aussi des écueils ou des limites en termes de performance collective, certainement en lien avec ce télétravail. Une des questions clés, Muriel, c'est quels conseils on peut donner? Comment appréhender justement en fait cet équilibre-là? Exactement. Alors, on va vous donner en tout cas des questions à se poser, des impacts à envisager sur cette question du lien entre télétravail et performance. La première, c'est déterminer le bon équilibre. Effectivement, dans le nombre de jours de télétravail et présentiel, il y a plusieurs études qui montrent que finalement, l'efficacité en télétravail, ça suit une sorte de courbe en forme de U inversée, et que au-delà de 50% du temps passé en télétravail, clairement, l'efficacité décroît. Donc déjà, ça pose un petit peu un repère. Revoir les indicateurs de performance des collaborateurs, comment on mesure la performance. Dans certains cas, c'est très simple, dans d'autres, beaucoup moins. On travaille avec, par exemple, un assisteur là qui a défini l'indicateur de performance, c'est le taux de décroché du téléphone. Et donc là, ils ont défini comme règle qu'en deçà d'un certain taux individuel, on demande aux personnes de revenir plus sur site où ils ont le bénéfice d'avoir le soutien d'un superviseur, des doubles écoutes, enfin un accompagnement accru. Analyser et doter bien sûr des moyens nécessaires pour travailler en mode hybride, ça va de soi, mais c'est souvent quand même ce que les gens mettent en avant. On a besoin d'un double écran, d'un triple écran parfois, enfin de moyens spécifiques. Il faut bien sûr pouvoir donner les moyens à chacun. Repenser le temps en présentiel pour des interactions collectives, et finalement ça c'est quelque chose qu'on va reprendre aussi, mais de spécialiser en fait les temps de travail et pourquoi on est là ensemble, pour faire quoi, versus à quel type de mission ou de tâches doivent être consacrés les temps en télétravail. Et puis cette question du transfert des compétences, et du coup qui pose la question notamment par rapport aux nouveaux entrants. Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent aux nouveaux entrants de rester à 100% en présentiel pendant quelques temps, le temps de s'acculturer, de rencontrer les collègues. Ça suppose bien évidemment que les collègues soient là aussi. Donc voilà, tout un certain nombre de questions clés à prendre en compte pour que la performance, qui est un mix d'organisation, de motivation et de capacité de compétences, soit au rendez-vous d'un point de vue individuel comme collectif. Complètement. Et puis quelque part, il y a une espèce d'équation assez intéressante aussi à appréhender dans la gestion de cet équilibre, Muriel. Tout à fait. C'est vraiment toujours une question d'équilibre. Ça va être un peu le fil rouge de notre intervention et qui est à spécifier en fonction aussi des activités, des contextes particuliers. Il n'y a pas de recette miracle, mais de contextes spécifiques de chaque entreprise. Donc voilà pour cette première question qu'on voulait partager avec vous. Maintenant, peut-être, Hakim, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a pu voir sur l'impact du télétravail en termes d'attractivité? Complètement. En fait, ce qui est assez intéressant autour de l'attractivité, c'est que toutes les différentes populations ne sont pas concernées et n'ont pas les mêmes préoccupations en lien avec le télétravail. Avant tout, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point que l'attractivité est un enjeu pour toutes les organisations et pour toutes les entreprises. Nombreux de nos clients nous partagent des enjeux de milliers de recrutements, malgré les épisodes de potentielle crise dans certains secteurs, mais on observe qu'il y a de nombreux défis de recrutement dans plusieurs secteurs en France.
Et on voit aussi que ce qu'on observe, c'est qu'il y a 55% des candidats estiment important que le télétravail soit mentionné dès l'offre d'emploi. Il y a eu aussi à un moment donné la question du salaire, qui soit directement affiché pour plus d'attractivité en ce sens. Aujourd'hui, c'est vrai que on voit une certaine part des candidats qui estiment qu'il est important de le présenter. On voit aussi que seulement 31% des recruteurs l'indiquent sur l'offre d'emploi. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément une pratique générique et générale, comme dans les différents standards de présentation en fait d'offres d'emploi. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que, en fait, et ce qui nous a marqué pour cette question d'attractivité, c'est que les jeunes générations, contrairement à ce que l'on pense, parmi celles et ceux qui ont pu vivre pleinement le Covid en télétravail pendant les études, ne sont pas forcément celles et ceux qui demandent le plus de télétravail. En réalité, ce ne sont pas les jeunes de la génération Z qui sont les plus demandeuses. Cela peut présenter en fait un frein en termes d'intégration de leur point de vue, de formation et de séparation avec la vie privée due au travail à la maison. En fait, ce qui est assez intéressant, et si je me permets du lien avec le point précédent, les interactions dans les organisations sont aussi véhiculées par les plus seniors. Les seniors ont ce capital connaissance de l'organisation qui se transmet en général par des interactions qui ne sont pas toujours organisées. Donc voilà, les jeunes en tout cas sont particulièrement intéressés par ces aspects-là. Les attentes aussi sont en termes de flexibilité, elles évoluent avec l'âge et ce sont les salariés de 35-44 ans en fait qui placent la flexibilité des horaires en priorité. Donc on voit le sujet n'est pas tant en termes d'attractivité que le télétravail, c'est l'équilibre vie pro perso. Ça fait a priori l'unanimité parmi les générations plus jeunes ou celles et ceux qui ont plus d'expérience dans le travail. Donc quelque part, les disparités, il faut en tenir compte entre les secteurs d'activité, que ce soit dans la construction, dans le monde bancaire ou assurance, des métiers exercés. On l'évoquait en introduction. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables, mais pourtant, il est possible de trouver des solutions flexibles. Donc ça, un des conseils qu'on peut vous donner, c'est de les mettre en avant ces options de flexibilité du travail, même s'il n'y a pas de télétravail en tant que tel. Cela pourra être un marqueur en fait d'attractivité dans les offres d'emploi. Et puis bien sûr des genres, les femmes placent davantage la flexibilité aussi des horaires parmi leurs priorités. Donc, qu'est-il à retenir de ce point ? C'est la flexibilité qui est exprimée par tous. Ça concerne tout le monde et en ce sens, les DRH doivent l'appréhender. Il n'est plus question que de télétravail, mais d'autres aussi modalités de travail plus flexibles en ce sens-là. Et Muriel, justement, quand on est dans l'organisation, ça peut poser certains enjeux. Exactement. Donc, une fois qu'on est dans l'organisation, ce télétravail, finalement, c'est plutôt un facteur d'engagement ou de désengagement. Alors là aussi, on a évidemment des arguments des deux côtés, on va dire, des éléments des deux côtés. Facteur d'engagement au travers de la souplesse organisationnelle, de l'autonomie, le sentiment de se sentir plus responsabilisé, ce sont clairement ça des facteurs d'engagement. Responsabilisé, potentiellement moins de pression, on l'a vu, meilleur équilibre de vie, au point qu'un salarié sur deux donc envisage de quitter son emploi en cas d'obligation de retour au bureau. Donc effectivement, les entreprises dont on a parlé, après ce sont des grosses entreprises qui ont une attractivité telle que peut-être elles peuvent se le permettre, mais en tout cas, voilà, c'est quand même vraiment, ça peut être un frein parce que certains considèrent aujourd'hui que c'est un acquis social en fait, le télétravail. Donc remettre ça en cause, attention. De ce point de vue-là, c'est positif, mais il y a aussi des signaux plus ou moins avérés qui sont plutôt du côté du désengagement. Alors, de toute évidence, il y a un aspect de délitement du lien social qui est d'autant plus marqué justement que le nombre de jours de télétravail est important. Ça accentue les inégalités, on l'a évoqué, il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Schématiquement, l'école bleue, l'école blanche, ce sont des populations. De ce point de vue, ça peut être un facteur qui va creuser les écarts. Et ça peut être un vrai danger en termes de cohésion du collectif. Il y a un sujet de déconnexion et de RPS. Ça peut paraître paradoxal avec ce qu'on met en face sur les meilleurs équilibres vie pro, vie privée. Tout dépend en fait comment les gens le vivent. Mais on voit aussi beaucoup dans nos études, dans les remontées, les échanges qu'on a avec nos clients, on voit que certains cadres notamment, ou voilà, sont tellement, il y a une telle porosité entre la sphère du travail et la sphère personnelle que voilà, les gens travaillent le soir, le week-end, etc.
Et donc, ça crée potentiellement des vrais risques en termes de RPS. Et on a beaucoup aussi parlé de sujets de santé mentale ces derniers temps. Et c'est potentiellement un vrai enjeu. Un délitement du sentiment d'appartenance, c'est vrai qu'on peut se demander, quand on est à 100% télétravail, le cas extrême qui, on l'a vu, n'est pas forcément le plus fréquent, mais est-ce qu'on forme encore une entreprise? Est-ce qu'on est encore, quel est l'intérêt ou la réalité de ce collectif? Et puis, je voudrais souligner l'invisibilité. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas là. Comment on va savoir que je suis compétente? Comment on va penser à moi pour me confier une nouvelle mission, pour me proposer une évolution? Il y a un risque un petit peu loin des yeux, loin du cœur. C'est ce qu'évoquent beaucoup les jeunes, mais pas seulement. C'est aussi beaucoup le fait des femmes. Et en tout cas, il y a ce risque-là réel d'oublier un peu les gens. Donc voilà, finalement, autre chiffre, vous voyez, donc 41% des cadres qui ressentent un sentiment d'isolement. Donc ça peut aussi exacerber finalement le télétravail des phénomènes, des difficultés et des phénomènes finalement qui vont peser sur l'engagement, ce besoin de sens, etc. Donc attention, c'est pas si évident. Et là encore, il faut trouver le bon équilibre. Alors, la question de l'engagement aussi, il y a aussi des personnes, en fait, des individus dans les organisations qui sont principalement concernés par ces acteurs. Et nous voulions vous proposer quelques bonnes pratiques en lien avec les différentes parties prenantes, en fait, qui doivent aussi être en lien avec l'engagement en conditions de télétravail. Voilà, exactement. Alors, on a ici posé quelques pratiques intéressantes. La première qui consiste à construire une charte de télétravail à l'échelle de l'équipe. L'intérêt, c'est d'en faire un sujet collectif, de définir ensemble nos règles du vivre ensemble en fonction de nos métiers à nous, de nos spécificités, de quoi on a besoin finalement pour faire corps tous ensemble et pour bien fonctionner ensemble. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. L'autre point, c'est aussi d'encourager la négociation collective. En fait, le collectif de travail peut trouver des compromis, et dans cette approche-là de construction d'une charte, elle peut se faire aussi de manière collective. Cette approche-là, pour mieux écouter les difficultés de certains, peut-être en termes de trajet pour aller au travail, et d'un autre côté, pour rééquilibrer celles et ceux qui ne peuvent pas forcément faire du télétravail. Donc voilà, l'idée, c'est d'encourager la négociation collective dans ces approches de construction de chartes de télétravail, mais aussi, et bien au-delà, dans la renégociation des accords. Bien sûr. Organiser le travail sur site et le télétravail en fonction des activités, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est l'idée de spécialisation des temps, de favoriser lorsqu'on est ensemble sur site des temps de hackathon, de brainstorming, c'est ce qu'on voit beaucoup, et puis aussi multiplier les temps forts pour animer le collectif de travail, redonner aussi envie d'être là physiquement. Assurer une présence régulière et synchrone sur site. On voit beaucoup d'entreprises qui se sont calées sur à minima un jour de temps commun passé ensemble, tous ensemble dans l'équipe. C'est devenu un peu la norme. Et qui pour beaucoup en fait fait du bien quand c'est bien quand c'est organisé dans une approche vraiment collective qui vise à créer des interactions, passer des bons moments. On l'observe assez souvent. Les collaborateurs sont demandeurs de ces temps collectifs et de ces temps de présence même aussi réguliers. Exactement. Améliorer les conditions de travail sur site. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, parallèlement à ces questions de télétravail, ont travaillé leur environnement de travail pour l'adapter aux nouveaux besoins, justement aussi en mode hybride, avec des espaces qui vont répondre aux besoins de concentration et de confidentialité, des box de différentes tailles, etc. Je pense que vous connaissez bien ça. Et aussi d'autres espaces qui, eux, vont plutôt favoriser la collaboration et la convivialité. Donc voilà, il y a eu une vraie montée en gamme des espaces de travail récemment. Et c'est extrêmement important pour redonner envie aussi de venir sur site. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas être justement dans des conditions de télétravail classique, on l'a abordé, il y a une importance en fait clé à avoir autour d'autres modalités de travail. Il y en a plusieurs, la semaine de 4 jours que certains ont expérimenté, notamment l'entreprise LDLC, les tracances, donc la fusion en fait de travail et vacances dans les possibilités de justement préanticiper un peu les vacances ou de télétravailler en fait dans la réalité sur son lieu de vacances. Oui, je pense on travaille avec le Club Med et qui propose d'ouvrir ces villages à des personnes en situation, pour venir télétravailler. Donc, par exemple, on est dans un environnement qui peut être un petit peu hybride et en tout cas profiter de tous les dispositifs, les installations, mais tout en étant adapté à un mode de télétravail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi en fait tout un écosystème naissant qui permet de proposer en fait d'autres modalités de télétravail et de modalités de travail flexibles
que ce soit par des lieux, par des possibilités en fait d'appui, de l'équipement aussi. On a pu le voir en fait pour équiper les entreprises ou les collaborateurs en fait, voilà, d'écrans, mais pas que, d'accompagnement en fait beaucoup plus flexible compte tenu en fait des attentes de certains. On va peut-être clôturer le dernier point clé en fait de ce webinaire porte sur justement l'accompagnement auprès des managers qui paraît indispensable. Évidemment. Qui paraît indispensable. Et c'est vrai que alors est-ce un casse-tête pour les managers? De notre point de vue, de notre focale d'observation chez OBA, on voit que en fait seul un tiers des managers est tout à fait d'accord à l'affirmation j'anime mon équipe sans difficulté avec le télétravail. On voit que quelque part, ça reste un sujet. C'est un sujet. Dans certains cas, ils sont pas toujours accompagnés. Beaucoup ont dû se heurter au télétravail par la pratique. Ils ont dû eux-mêmes développer en fait des méthodes et ont dû être un peu débrouillards quelque part. Et puis quelques années après, la crise liée au Covid, beaucoup d'entreprises ont mis en place des dispositifs, beaucoup ont investi dans des solutions de visioconférence, mais il n'empêche qu'on voit qu'il y a quand même un sujet autour de l'animation des modes hybrides. Les modes hybrides, justement, on observe que, en fait, ça crée une certaine forme de révolution dans les pratiques managériales. On doit être à 2 endroits ou même plusieurs endroits un peu au même moment et savoir marquer notre présence, notre appui, notre accompagnement. Savoir le faire en présentiel, c'est déjà une chose, mais s'assurer que les collaborateurs en distanciel sont aussi en fait quelque part facilités, qu'on les accompagne à leur partager du feedback, etc. C'est une toute autre posture. Et effectivement, on a pu l'observer dans nos propres travaux de recherche. Ces aspects, en fait, le manager, on constate qu'il doit gérer plusieurs tensions dans le quotidien aujourd'hui. Ce n'est pas que exceptionnel, il doit vivre de plus en plus de situations, je dirais inédites de travail, et il est pris par des étaux, par des décisions à prendre entre autonomie et contrôle. L'autonomie est l'un des avantages du télétravail, bien sûr, mais elle nécessite également des moments de contrôle subtil pour éviter au grand mot le flicage, et qui est mal apprécié des jeunes générations et même de beaucoup de collaborateurs en ce sens-là. L'individu versus le collectif, le besoin individuel des membres de l'équipe peuvent varier largement, et ça devient de nouvelles préoccupations pour le manager à appréhender, puisque elles ne sont pas, je dirais, anticipables, surviennent comme ça. Oui, puis il y a à nouveau cette question de l'équité. Jusqu'où on va dans la demande individuelle versus les règles du jeu communes, etc. Exactement. Donc c'est des arbitrages pas faciles. Alors, nous n'allons pas tous les détailler. On vous invite à télécharger, en tout cas, notre rapport en ce sens-là. Mais le dernier, flexibilité versus structure. Si le télétravail demande plus de flexibilité, il est essentiel quand même de maintenir une structure claire pour que le travail d'équipe reste fluide. Vous voyez, en somme, on voit qu'il y a plusieurs en fait tensions. Et le manager doit gérer des curseurs. Ces curseurs, en fait, vont agir et font appel à 2 compétences clés du manager. D'une part, une certaine intelligence situationnelle. Il doit savoir lire en fait dans ces situations de travail inédites, il doit savoir un peu les anticiper aussi quelque part, en lien avec l'humeur, en lien avec l'engagement de ses équipiers et en lien avec la manière dont ils travaillent quelque part. Donc ce sont de nouvelles grilles de lecture à avoir et qui sont très liées en fait aux personnes que l'on va manager. Donc vous voyez, souvent on est confronté à une situation, le manager va l'analyser et puis il va devoir décider. Il va devoir prendre une décision. C'est la deuxième en fait compétence clé qui est plus affûtée auprès du manager quand il y a de fortes situations de télétravail ou des situations de travail plus flexibles en ce sens-là. Donc repenser le rôle du manager avec le travail. Le manager n'est plus seulement un superviseur, mais c'est un facilitateur. Je vais oser le mot, omnipotent presque. Il doit l'être à la fois en présentiel et en distanciel. Il doit savoir trouver de quelle manière est-ce qu'il va proposer un feedback en distanciel versus en présentiel aussi. Donc, vous voyez, cette posture de superviseur, cette posture de facilitateur, elle doit être incarnée dans différents cas de figure. En conclusion, ce qu'on a essayé de vous faire un peu toucher du doigt, appréhender, c'est que effectivement, on n'est pas sur des réponses binaires, jamais. C'est toute une question d'équilibre, c'est toute une question aussi d'adaptation à un contexte spécifique des métiers. On voit que l'impact du métier
du secteur, des profils en termes d'ancienneté, etc. Joue. Donc c'est finalement un équilibre difficile, enfin pas forcément facile à trouver en termes de stabilité. Et on peut imaginer, et vous pouvez peut-être imaginer, réfléchir actuellement à différents scénarios. Schématiquement, soit aller vers plutôt une réduction du télétravail, soit aller plutôt vers une augmentation du télétravail. Et l'idée, c'est que de vous faire prendre conscience qu'effectivement, il faut du coup appréhender dans chaque cas de figure les impacts sur chacune de ces 4 dimensions qu'on a évoquées rapidement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne en termes de performance individuelle et collective? Qu'est-ce que ça peut donner en termes d'impact, en termes d'attractivité, d'engagement et d'impact sur le management? Exactement. Il y a plusieurs scénarios. Prêtez bien attention. Nous vous proposons ici une grille de questionnement que nous ne pourrons pas forcément détailler, mais plutôt en fait, elle est là pour illustrer les principaux questionnements en cas de scénario justement télétravail ou de nouvel accord en discussion. Donc typiquement sur la performance, si je réduis le télétravail, c'est une sorte de matrice des compromis en fait cette slide-là. Si je réduis le télétravail, comment maintenir la productivité des tâches nécessitant de la construction en présentiel? Comment éviter une baisse d'attractivité auprès des talents? Vous voyez, c'est un équilibre fin, et on voit que typiquement sur le volet attractivité, certains vont peut-être moins communiquer, vont peut-être un petit peu plus être opportunistes en fonction des profils à recruter sur certains aspects en proposant du télétravail ou pas. Donc il est vrai que vous voyez, il y a un équilibre à trouver entre performance, attractivité, engagement et impact sur le management. Donc il y a cette nécessité de tenir compte des compromis et des impacts sur ces 4 dimensions-là. Comment nous, OBA, quel type d'accompagnement ou d'offres on peut proposer autour de ces sujets? 4 grandes dimensions. Bien sûr, il y a un temps de diagnostic et de retour d'expérience, quelle que soit la façon dont vous voulez faire évoluer votre modèle ou votre existant. Ça passera nécessairement par effectivement une phase d'écoute, justement, de diagnostic, de retour d'expérience auprès de l'ensemble des parties prenantes. C'est ça qui est important. Bien sûr, il faut impliquer le CSE, mais également des collaborateurs, des managers, la direction. L'objectif étant de mieux comprendre les attentes, les enjeux spécifiques à prendre en compte en fonction de votre contexte. Donc ça, c'est la première chose, premier point, premier type d'action qu'on peut mener. Ensuite, et fort de ce diagnostic, évidemment, une évaluation des impacts, un petit peu comme on l'a fait là, mais avec cette matrice des compromis, comme tu l'expliquais, Hakim, mais de façon vraiment spécifique pour vous. Quels sont les impacts? Et du coup aussi une identification des scénarios possibles qu'on va pouvoir mesurer, voilà, et essayer d'être très fin sur les facteurs à prendre en compte et les impacts spécifiques au regard de ces différentes dimensions. En troisième point, on va accompagner le déploiement des actions sur les aspects de communication, les aspects d'outillage aussi, éventuellement des aspects de formation, beaucoup d'accompagnement, notamment des managers. On a vu à quel point quand même ça reste un sujet pour eux, donc il faut continuer à les accompagner. Et si on change une des données, du coup, les managers, ils ont plus les mêmes arguments. Enfin, je sais pas, en termes de recrutement, voilà, s'il y a plus ou moins de télétravail, etc. Donc, il faut bien sûr aussi les accompagner en premier lieu. C'est souvent une de nos cibles privilégiées. Et après, il peut y avoir des actions auprès de l'ensemble des collectifs. Et puis, bien sûr, on peut aussi vous accompagner dans la négociation en tant que telle, la préparation de la négociation, pour aider à rédiger l'accord et négocier avec les représentants du personnel sur ce sujet-là. Voilà un petit peu les différents domaines où on peut accompagner, être à vos côtés si vous avez besoin sur des sujets comme ceux qu'on vient d'évoquer. Merci Muriel, merci beaucoup. Merci, il est temps de quelque part un peu clôturer ce webinaire. Alors bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. On ne peut pas forcément le faire de manière synchrone, mais la technologie, on va s'y adapter. On vous propose de commenter, de nous partager vos questions. Nous les recevons. Et puis voilà, s'il y en a, on peut en répondre. On peut les prendre. Pour l'instant, on a juste Julia. Et merci Julia, Elena Serpa Durand qui nous dit super intéressant, merci pour vos recherches, grilles de lecture très inspirantes. Merci Julia, merci d'avoir été là. Et justement à ce propos, vous pourrez très bientôt vous allez pouvoir télécharger en tout cas le support de ce webinaire là. Nous mettrons le lien directement dans les commentaires. Donc en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Rabia aussi qui nous félicite. Merci à tous. Merci et très bonne journée. À bientôt.